toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Aujourd'hui, je suis de nouveau en compagnie d'Anthony Lezoignier-Gémiot, CSO et cofondateur de Swissborg. Je vais rappeler rapidement quelques chiffres. L'application Swissborg lancée en 2018, 750 000 utilisateurs enregistrés, qu'on appelle également des Swissborgers, présent dans plus de 100 pays, 250 collaborateurs, Swissborg se veut stratégiquement positionné aux portes du Web.3. Aujourd'hui valorisé 230 millions d'euros à la suite d'une récente levée de fonds, 21 millions d'euros levés, l'exchange Smart par excellente, une application simple d'utilisation, intuitive, fiable et conviviale. L'enjeu, accompagner une adoption massive sur les technologies blockchain et sélective sur les opportunités du Web.3. Une vision claire et totalement assumée, construire la finance du futur. Anthony, beaucoup te connaissent mais d'autres ne te connaissent pas. Peux-tu très rapidement te présenter ou te représenter ? Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec toi pour échanger. Donc, comme tu l'as rappelé, je m'appelle Anthony. J'ai cofondé Swissborg en 2017. On a fait une émission en 2018, fin 2017, début 2018, dans lequel on a levé 52 millions de francs suisses, enfin 52 millions de dollars, 50 millions de francs suisses à l'époque. Et voilà, donc depuis ce temps-là, on a développé pas mal de choses au sein de la boîte. La boîte a grandi. Les ambitions ont grandi, on est toujours présent sur le terrain et je m'occupe, comme tu le rappelais, du produit, mais aussi de la stratégie d'investissement, puisque c'est vrai que dans ce qu'on fait, les deux sont intimement liés. Et voilà, donc heureux d'être là et il y a énormément de choses intéressantes à parler. Ça fait plaisir, comme tu le rappelais avant l'émission, la première fois qu'on a fait une émission ensemble, c'était il y a 1 an. Donc les circonstances étaient différentes et avec plaisir de revenir. Merci, en plus tu me donnes cette transition. Tu as raison, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, nous avions échangé sur toutes les péripéties malheureusement du marché, Celsius, Terra Luna, FTX. Et Bitcoin d'ailleurs s'échangeait à ce moment-là très précis en dessous des 16 000 dollars. On avait abordé le futur de l'écosystème, des opportunités, on avait également abordé les dangers, et pourquoi Swissborg était, et encore très longtemps resterait. C'est vrai, c'est un immense plaisir de te retrouver, de partager un moment ensemble et surtout avec l'ensemble de la communauté. On va parler surtout des opportunités aujourd'hui programmées, GameFi, DeFi, SocialFi, des sujets qui vont être extrêmement importants dans les 18 ou 24 prochains mois. Nous sommes tous, et je pense vraiment moi le premier, et je le répète très souvent sur les rois du Bitcoin, à essayer de trouver le prochain phénomène, les pépites, tout ce qui va capturer la hype du prochain bull run pour qu'on estime 2024-2025 si on a vu juste. Qui surperformera sans concession l'intégralité du marché et à commencer par Bitcoin. J'avais d'ailleurs déjà posé la question à Cyrus il y a quelques mois en arrière. Dès lors pour toi, quelle sera la thématique qui va surperformer le marché dans sa globalité ? Par exemple, un petit peu comme Solana ou comme EGLD, qui avait fait en fait tout l'essor de la DeFi en 2021. On avait fait des ratios d'augmentation de plusieurs centaines de pourcents, voire pour certains milliers de pourcents. Et également, quel est dans cette logique, pour toi, peut-être une question piège, l'actif numérique le plus exotique que tu possèdes et que tu as surpondéré dans ton portefeuille ? Cool. Bon, pas mal de questions sur la table. Je pense que c'est vrai qu'on rentre dans cette circonstance de marché. Moi, on a fait ce qu'on appelle une keynote au sein de la boîte en juillet cet été, dans lequel on a fait une tournée. On a invité notre communauté à se réunir et on leur a parlé de quelle était notre vision pour le marché. Donc, même à ce moment-là, on commençait à être assez positif. Donc là, on rentre dans la phase de marché où on commence à être très, très positif. Et c'est vrai que quand tu regardes dans le passé, comme tu l'as rappelé, à chaque nouveau mouvement, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a des thématiques qui avaient été initiées dans le mouvement précédent, qui maturent et qui sont vraiment poussées en avant. Donc, par exemple, dans le cycle précédent, le DeFi avait été déjà initié en 2017, mais est venu l'idée, en fait, et puis donner vraiment le tone au marché en général à partir de 2020, enfin fin 2020. Même on parlait du DeFi Summer en 2020 et puis fin 2020, 2021. Et après, donc ça, c'est
as un peu en fait, des narratifs qui ont été, encore une fois, initiés dans le cycle précédent, qui deviennent beaucoup plus matures et qui, je pense, sont vraiment en avance de phase dans des phases de marché positives dans lesquelles on voit des distributions dans les altcoins. Et puis, tu as toujours des nouveaux narratifs qui naissent et qui sont assez explosifs. Et généralement, c'est là où tu as les performances les plus folles, mais aussi les plus abruptes et les plus dangereuses. Donc, je pense que le meilleur exemple du cycle précédent, c'était toute la thématique gaming, métaverse. Métaverse en particulier, il y a eu énormément de up and down et d'abus, et du gaming. Donc, dans cette phase-là de marché, la façon dont je vois les choses, c'est DeFi est toujours quand même au centre de l'attention. Je pense que tout ce qui est liquid staking va l'idée le narratif. On l'a vu avec Jito. Hein. C'était quand même assez impressionnant le airdrop, la puissance du airdrop, le price action qui a suivi le airdrop. Je crois que les gens qui ont reçu le airdrop le plus élevé, ils ont reçu jusqu'à 400 000 euros, enfin 400 000 dollars équivalent, donc c'est quand même beaucoup. Effectivement, Solana, c'est aussi une chaîne qui est très bien designée pour le DeFi et pour tout ce qu'on appelle les consumer apps. Donc nous, on entretient cette conviction qu'on va voir des Uber, des Airbnb, des applications qui rivalisent un peu avec les géants du Web 2 se manifester notamment sur Solana, parce que l'infrastructure est bien designée pour faire ça. Il y a aussi tout ce narratif qui s'appelle le DePIN. Donc, tu vas retrouver des projets comme HiveMapper, Helium et d'autres qui vont rentrer dans ce narratif. Et ensuite, je pense que en plus du DeFi, il y a le gaming. On va voir des belles choses, je pense, en gaming. Je reste persuadé que même si on a cette volonté d'avoir des jeux qui rivalisent un jour par leur qualité avec les jeux plus traditionnels, je ne pense pas que ça va se faire dans ce cycle. Je pense qu'on va revoir quand même une majorité de play to earn, mais avec une forme différente et peut-être un tout petit peu plus mature, mais on va revoir ça. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc ça, c'est pour les narratifs qui, je pense, vont être vraiment, vraiment en début de cycle. Et après, pour revenir à ta question qui est qu'est-ce qui va tout performer et outperformer, je pense, et encore une fois, hein, je veux vraiment attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur le fait que les performances, surtout dans des cycles de marché très optimistes et euphoriques, peuvent être complètement décorrélées de qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est intrinsèquement valable dans le space. Donc, le meilleur exemple, je pense que c'est les métaverses. Il y a eu très peu d'innovations, finalement, concrètement, qui ont été faites dans tout l'univers des métaverses, et c'est très certainement dans le précédent marché, bull cycle, c'est ce qui a été le plus explosif. Donc, j'ai quand même cette conviction que tout ce qui est en rapport avec l'AI, AI-Fi, c'est ce qui va un peu être explosif. Sans pour autant qu'on comprenne, et ça c'est lié à plusieurs phénomènes, c'est aussi quelque chose qui dans la finance traditionnelle est très prisé. Donc je pense qu'on va un peu avoir ce mélange explosif de quelque chose qui a déjà en fait le vent en poupe dans le monde traditionnel. On voit de plus en plus de projets, notamment, je pense que le leader de la catégorie c'est Tao, qui viennent un peu apporter leur narratif en crypto. Comme personne ne comprend réellement comment ça marche, c'est facile de FOMO d'une certaine façon. Et puis comme c'est facile de FOMO, bah, les prix deviennent explosifs. Et puisque les prix deviennent explosifs, ça prend la domination du narratif auprès des influenceurs, des Twitter, machin. Et donc ça crée cette bulle spéculative absolument incontrôlable. Donc je pense qu'on va vivre ça. Après, je n'ai pas de projet en particulier moi, je regarde un tout petit peu Tao. Je n'ai pas de projet en particulier dans le monde AI-Fi. Il y en a un autre que je regarde aussi qui est très proche de ce que fait... ça m'échappe le nom, mais ils sont sur Discord et puis tu peux faire des requêtes et ça te fait des images en AI qui sont absolument extraordinaires. Oui, Midjourney. Donc, il y a un truc qui s'appelle IMG AI. Donc, ça fait partie. Voilà. Ça, c'est des petites bêtes que j'ai personnellement sur mon portefeuille. Mais encore une fois, des toutes petites sizes. Ouais, il y a un N. IMGNAI. Voilà. Ok. C'est aussi par curiosité que je regarde cette thématique-là. Ensuite, la thématique, pour moi, qui est la plus importante et la plus fondamentale, parce que ça dépasse un tout petit peu ce mindset de spéculation et de faire le maximum de performance, c'est tout ce qui est social fi. Clairement, je pense que l'expérience qu'on a avec nos social media, elle est non seulement cassée, mais elle est aussi malsaine.
Et la blockchain et la crypto peuvent apporter énormément d'améliorations. À titre très, très personnel, la première utilité auquel je m'intéresse, c'est tout ce qui est email. Parce que je pense que l'expérience des emails, moi j'ai par exemple dans ma boîte mail, même Swissborg qui est professionnel, j'ai plus de 100 000 mails qui ne sont pas lus parce que je suis spammé en permanence. Donc je pense qu'il y a énormément d'applications qui peuvent être redesignées et qui adressent certainement l'application la plus utilisée d'Internet, qui est l'expérience email. Et on peut faire de très belles choses avec des process Web3. Donc ça, c'est des choses que je regarde. Et après, pour le bête exotique que j'ai, qui n'est pas si exotique que ça, mais c'est quelque chose auquel je crois, qui est un peu justement entre l'AI et enfin qui joue un peu sur plusieurs narratifs, c'est LPT, Live Peer. Et j'ai AKT aussi, Akash. Voilà. Pourquoi j'aime bien Live Peer, c'est donc bon, le token n'a pas extrêmement performé en ce début. Mais je pense que c'est pareil, ça va être un mouvement assez abrupt et franc, comme on l'a vu dans le dernier bull market. Pourquoi j'aime bien? C'est parce que à la fois, ça peut servir des applications d'AI, parce que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils appellent du rendering. Donc c'est peut-être pas du rendering, mais c'est du... En fait, ce qu'ils font, c'est que quand on crée des vidéos, comme on est en train de créer aujourd'hui, il faut repasser ces vidéos dans des moulinettes qui permettent que ces vidéos s'adaptent sur différents formats d'appareils. Et donc, du coup, ça peut avoir des applications sur l'AI. Donc, parce que voilà, tu as des infrastructures hardware qui sont louées à travers le token, à travers la plateforme, et qui permettent de faire ce genre de processing, d'image processing. Et ensuite, bah, ça joue aussi sur le social file, parce que dans un monde où on veut des applications social media qui soient plus décentralisées, on a besoin d'avoir des infrastructures qui sont elles-mêmes décentralisées. Et ça en fait partie. Et puis Akash, voilà, on est typiquement dans le narratif du deep-in, et c'est pareil, il y a des applications AI assez concrètes. Et quand même on compare ce genre, même si on est au début de la technologie, quand on compare les frais, quand tu portes ton application sur des bases de données comme AKT ou tu fais ça chez AWS, on est compétitif déjà. Donc, je pense qu'il y a des très bons espoirs sur ce genre d'application. Ça fait partie de mes deux bêtes un peu plus exotiques, on va dire. Excellent, on a le top crypto alors de Anthony. Honnêtement, on les suivra, ça peut être un petit clin d'œil. Évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je vous invite très chaudement à toutes celles et ceux qui nous écoutent, et moi le premier, à faire nos propres recherches, que ce soit graphiques ou des recherches fondamentales. Donc je les recite, Tao, IMGA, LPT, Akash, Network. Ok, ça roule. Plutôt pas mal au niveau de la représentation. Elles sont disponibles sur Swissborg, ces cryptos? Alors, c'est une bonne question. LPT est disponible chez Swissborg. Akash, c'est en process. Ok. Je ne sais pas si on avait... Bah, c'est super. Allez, une petite exclue. Akash sera bientôt très probablement disponible sur Swissborg, puisque Anthony, c'est dans le coin un petit peu exotique, pépite. Bon, c'est formidable. Merci pour tout ça. On continue. Bah, ça me donne une transition juste formidable, puisqu'on va parler du premier vol, du premier alpha de Swissborg. On avait bien sûr parlé de la série A il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, on va plutôt te parler de Xborg. Beaucoup de la communauté des rois y sont investis. Moi, le premier, j'ai investi une partie de mon capital d'investissement sans pour autant me surexposer dans cette initiative, dans ce projet qui est aujourd'hui incubé par Swissborg et porté par Swissborg. On avait d'ailleurs reçu et invité Louis sur la chaîne des rois du Bitcoin. C'est toujours disponible. Je vous le remettrai dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. C'était un échange extrêmement riche et extrêmement haut en couleur. Donc vraiment, je vous invite très chaudement à aller le regarder si vous l'avez loupé il y a quelques mois en arrière. Toujours d'actualité, bien évidemment. Aujourd'hui, comment ça se passe, les relations, notamment avec Xborg, avec les événements GameFi, avec le développement, comme les promesses qui ont été annoncées, qui ont été portées, qui ont été écrites. Et le plus important, est-ce que Xborg est prêt à accélérer son adoption? Est-ce que sa popularité va, dans les 18-24 prochains mois, se décupler, se populariser dans le monde du Web.3 et plus généralement dans la GameFi, évidemment. Pour toi, quelle est ta perception du projet étant à la fois à l'intérieur, mais à l'extérieur également du projet en tant que porteur, tout en entremêlant vos deux communautés, à la fois les Swissborgers et à la fois les Xborgers? Est-ce que cette réunion a fonctionné? Est-ce que d'avoir entremêlé en réalité
ne serait-ce que cette connotation linguistique entre Swissborg et Xborg a fonctionné. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tout ton avis par rapport à ses débuts jusqu'à maintenant, vis-à-vis de cette incubation ou de ce portage, on pourrait dire ça comme ça? Avec grand plaisir. Écoute, tout se passe très bien. On est super fiers voilà, de finalement de cette première incubation, de ce qu'ils font. Ils font vraiment des choses que je trouve extrêmement solides. On a une très bonne relation, bien évidemment. Et il y a beaucoup d'éléments voilà, dont on peut parler par rapport à ce que fait Xborg. Donc, comme tu disais, la relation, comment ça s'inscrit en fait dans l'écosystème Swissborg de façon générale. Et puis après, qu'est-ce qu'eux, ils font au niveau du GameFi. Donc, si je commence sur ta première question en ce qui concerne le GameFi, je pense que typiquement aujourd'hui, si tu regardes, et ça revient un peu ce que j'ai introduit au départ, si tu regardes le GameFi et si tu oublies complètement la spéculation, parce qu'encore une fois, hein, on rentre dans des. Je pense que parfois, ce qui est difficile à comprendre en crypto, c'est que on peut avoir un prix extrêmement explosif, on peut avoir un price action qui est extrêmement explosif. Ça ne veut pas dire que fondamentalement, il y a des choses qui se passent, malheureusement. Euh, et, euh, et malheureusement ou bien heureusement, mais c'est pas toujours facile de voir en fait la qualité d'un projet à travers son prix. Je veux dire, le seul témoignage de la qualité d'un projet, c'est le temps, en fait. Qui résiste, qui sont là, qui sont en train de construire continuellement. Ce qui est bien quand tu investis dans un projet dans le bear market, tu sais qu'ils sont là pour les bonnes raisons en moyenne. Parce qu'ils sont pas en train de se focuser sur quelque chose qui est mauvais, ils sont en train de se focuser très certainement sur créer un produit et créer des utilités. Encore une fois, ça, c'est moi, c'est ma lecture de marché. Je pense pas, quand tu investis dans le GameFi aujourd'hui, tu as quand même plusieurs choix à faire. Un des choix, enfin, notamment, c'est de se dire, est-ce que je vais investir dans un jeu en lui-même? Et donc, je vais faire le pari sur un jeu. Ou alors, je me dis, OK, et là, je vais revenir pourquoi je pense que le play to earn est encore au goût du jour. OK, en fait, il y a des studios de plus en plus sérieux qui sont en train de venir sur la blockchain, de développer des jeux Web3, mais on n'est pas encore dans une phase de rivaliser avec les jeux traditionnels. Donc, si on enlève toutes les mécaniques de spéculation, c'est quand même très peu probable que finalement des joueurs traditionnels décident du jour au lendemain d'abandonner de jouer sur Counter-Strike pour aller jouer sur un jeu Web3. Donc, je vais mettre une allocation, par exemple, minime parce que je veux participer, mais je ne pense pas que ça soit encore assez mature. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses. Ou alors, la deuxième façon d'investir dans le GameFi, au lieu d'aller investir dans des jeux en direct, c'est d'investir dans tout ce qui est infrastructure. Donc, qu'est-ce que je veux dire par infrastructure? C'est soit des gaming hubs ou, comme fait Xborg, avoir en fait des projets qui construisent l'infrastructure nécessaire pour que demain, il y ait un onboarding de tous les joueurs. Donc, qu'est-ce que fait Xborg? Il définit en fait ce qu'on appelle une identité digitale. Donc, ce qu'il est en train de créer, c'est de dire, toi, quand tu es un joueur, un fan dans le Web 2, en fait, ton identité, elle est cloisonnée si tu as des récompenses dans un jeu, si tu as des achievements dans un jeu, par exemple, si tu es extrêmement fort à Counter-Strike, c'est pas quelque chose qui est visible si demain tu joues à Call of Duty. C'est pas quelque chose qui est visible si demain tu joues à un autre jeu FPS. Donc, ce que fait Xbox, c'est qu'il crée une entité unifiée. Et ça, c'est vrai pour les joueurs, mais encore pire pour les fans. Si moi, je suis quelqu'un qui supporte une team, je vais être très peu visible. Alors, je vais faire des likes, je vais aller à des événements, je vais acheter du merch, mais tout ça, tous ces data points, en fait, ils sont complètement perdus dans différentes databases. Des fois, c'est sur ma carte Revolut quand j'ai fait le paiement du merch, sur le Play Store ou l'Apple Store quand j'ai fait un purchasing game, ou un ticket complètement non digital qui n'est pas du tout sous forme d'NFT quand je suis allé voir ma team de e-sport favori. Donc, la grande idée d'Xbox, c'est de dire avant tout, avant même de parler d'onboarder des millions d'utilisateurs et de joueurs dans des nouveaux jeux, nous, on va créer une identité unifiée dans laquelle, quand les joueurs s'onboardent avec nous, on va leur créer une capacité de mesurer tous les data points qu'ils créent dans différents jeux, que ce soit des Web 2 ou des Web 3, parce qu'ils ont vraiment cette versatilité dans laquelle ils ont intégré à la fois des jeux aussi célèbres que Counter-Strike, comme des jeux beaucoup plus spécialisés Web 2 comme F.io par exemple. Et ils unifient tout ça autour d'une identité pour que les joueurs en fait bénéficient de différentes choses, quoi.
Et le grand génie de Xbox, c'est en plus d'avoir créé ce digital passport et donc vraiment de permettre aux gens, si je raisonne purement comme un investisseur, d'être aussi un investissement en infrastructure, ce qui, je pense, à cette phase de maturité, l'investissement à privilégier quand on investit dans du gaming. La grande force de Xbox, c'est qu'ils ils sont en train d'onboarder les plus grandes teams de e-sport du monde. Donc, de facto, euh, comparé à l'ensemble, on va dire, des autres jeux ou gaming projets qui sont en majorité alimentés par de la spéculation, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des incentives où la majorité des gens qui utilisent ces jeux, en fait, c'est pas réellement des joueurs, mais c'est des DeFi traders et ils se disent, OK, si je passe tant de temps à regarder des charts sur Dextool, je vais gagner tant. Si je passe tant de temps à jouer sur ce jeu, je vais gagner tant. Et en fait, leur arbitrage se fait à ce niveau-là. Il ne se fait pas sur un arbitrage de fun ou basé sur finalement sur des critères qui sont purement non spéculatifs et qui sont plus du ressort de dire bah, tous les soirs, je joue 1 heure pour me divertir, pour interagir avec ma communauté, pour me challenger dans des jeux vidéo. Quel jeu je vais choisir? Et généralement, cette communauté-là, elle n'a pas encore bifurqué dans le Web3. Donc, la grande idée de Xbox, c'est de dire finalement, il n'y a pas réellement beaucoup de joueurs en Web3. Donc, nous, comment on va aborder immédiatement des millions de joueurs? En fait, on va s'adresser aux e-sport teams qui ont une grande communauté de fans. Et donc, ces fans, généralement, jouent de façon amateur parce qu'ils entretiennent le rêve un jour de devenir sportif. Et on va leur offrir une identité digitale à travers notre application. Et donc, voilà, c'est ce qu'est en train de faire Xborg. Donc, de facto, ils vont aborder, et c'est pas pipeau, c'est pas des farmers, ils vont aborder des vrais joueurs, des millions de joueurs on espère, dans l'année à venir. Et donc, ça va certainement les positionner comme la GameFi infrastructure de référence dans l'écosystème. Donc, ça, voilà, désolé, j'étais un peu long, mais c'est pour expliquer euh, toute la profondeur de ce qu'ils font. Et donc, on est super enthousiaste. On pense que ça va cartonner. Excellent. Donc, ça, c'est pour Xborg. Et puis, comment nous, ça s'inscrit rapidement? Bah, si tu veux, Swissborg, c'est vrai qu'on est une application dans laquelle tu peux acheter différentes cryptos. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a aussi différentes communautés. On a des gens qui ont des affinités avec le DeFi, d'autres des affinités potentiellement même avec des écosystèmes comme Solana ou Cosmos. Et on a des gens qui ont des affinités avec le DeFi. Donc, je pense que ce qui est important de comprendre en crypto, c'est que si tu achètes une action, la seule chose que tu peux faire avec cette action, c'est de passivement regarder si le graphique monte ou descend, quoi. Et tu es vraiment un investisseur extrêmement passif. Quand tu investis en crypto, non seulement, bien évidemment, l'aspect up and down est prédominant, mais la grande différence, c'est que si demain tu dis, bah non, en fait, je vais explorer l'écosystème, tu achètes du Solana, tu l'envoies sur un wallet décentralisé, tu commences à interagir avec l'ensemble des protocoles. Donc, il y a vraiment cette dimension d'utilisateur. Et nous, notre grand motto chez Swissborg, c'est qu'on a vraiment envie d'aider les utilisateurs à se connecter à leur investissement au-delà du graphique et leur permettre de vraiment jouer. Et donc, Xborg est un peu dans ce mindset de dire, bah, si tu veux être le meilleur investisseur possible, il faut aussi que tu sois un utilisateur parce que le graphe ne va pas toujours te donner des indications, ne va pas te donner même d'un point de vue psychologique tout ce qui est nécessaire pour toi d'avoir des convictions. Et le fait de pouvoir se dire, bah voilà, moi, je suis un investisseur, mais je suis aussi un gamer. Et donc, du coup, je peux, si je m'implique dans les communautés, je vais pouvoir faire des gains financiers et des gains finalement en portefeuille tout en continuant de pratiquer ma passion. C'est un peu l'initiative avec Xborg. Donc ça, c'est un latéral pour les gens qui s'intéressent au gaming. Et puis, on est en train de grandir un peu la famille de Borg Project qu'on prend sous notre aile pour pouvoir permettre à chacun de s'identifier à sa communauté et de s'irriguer de cette façon-là. Excellent. J'y reviendrai sur cette deuxième partie en fin de rendez-vous, puisque il y avait une question extrêmement précise que je voulais te poser, mais je la garde pour la fin parce que je pense qu'elle va intéresser énormément de personnes. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cet échange. Vous ne serez pas déçus. On poursuit, parce qu'on parle beaucoup d'Xborg, mais il y a aussi un dernier né qui s'appelle Fiverr, qui s'inscrit pleinement dans le côté social fi, cette fois-ci. Donc un nouveau alpha deal, une application sociale basée sur Lens Protocol. D'ailleurs, je me rappelle très bien qu'il y a 1 an, jour pour jour, on avait déjà évoqué cette thématique et ce protocole de Lens. Et tu nous avais fait
une explication, hein, pour celles et ceux qui souhaitent d'ailleurs revoir cette vidéo-là, allez-y. Il y aura en fait des similitudes par rapport à ce qu'on va probablement dire aujourd'hui, en tout cas une forme de concrétisation de ce qu'on va reprendre aujourd'hui. Nous en avions parlé. Aujourd'hui, considéré comme un pionnier des réseaux sociaux du Web.3, c'est une société ou en tout cas un projet qui s'est basé en Europe. Et je porte et j'essaye au maximum de porter des projets, des porteurs de projets notamment européens. C'est une interface similaire à Twitter. Elle redonne à l'individu le contrôle de son contenu, de sa réputation. On peut parler aussi de sa e-réputation, donc réputation numérique, et de manière dont elle interagit avec l'ensemble de sa communauté. Concrètement, à ce jour, le succès des réseaux sociaux passe avant tout par la gratuité. Je me connecte sur Instagram, c'est gratuit. Je vais sur Snapchat, c'est gratuit. Je vais sur Facebook, c'est gratuit. Et Marc le dit, et ça le restera. Donc on a vite pris en fait et vite compris que si c'était gratuit, c'est un peu nous le produit. Mais peut-être que le mal était fait. Le mal est déjà fait. Très peu de gens peuvent aujourd'hui s'en passer, des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram ou comme Twitter. Dès lors, si la promesse est de redonner du pouvoir aux utilisateurs, crois-tu vraiment que cette attente est réelle ? Je vais donner un exemple concret. On l'a souvent abordé au sein de la communauté. 90% des cryptos et des déteneurs de cryptos sont détenus dans des exchanges centralisés. 90% des cryptos sont détenus dans des exchanges centralisés. 10% seulement sont dans des wallets non custodiales. Également, si l'intérêt est de redistribuer de la valeur aux utilisateurs, en somme, c'est de les payer pour le temps passé. Leur interaction, leur contenu posté et les heures visionnées. On pourrait même aller plus loin en parlant de Netflix, etc. Mais restons concentrés sur les réseaux sociaux. Crois-tu vraiment que la fin justifie les moyens ici ? En fait, fracturer un business model qui est bien rodé. Si on prend celui des réseaux sociaux, c'est clairement la publicité et le temps d'attention aujourd'hui qui est valorisé. Et même, pour aller plus loin, la data. Mais la data se traduit dans cette communication et cette publicité. Vers un modèle peut-être aussi hypothétique, qui est les réseaux du Web.3, aussi hypothétique que mal, j'ai envie de dire, structuré. Est-il donc bénéfique pour les utilisateurs, déjà à la fois addicts et très probablement confinés au sein de ces applications-là ? Alors là, on va toucher quelque chose qui m'intéresse particulièrement, parce que je pense que ça dépasse vraiment le cadre de la crypto, de la spéculation. Est-ce que c'est un investissement qui va marcher ? Je pense que c'est tout ce qui est SocialFi, c'est notre chance de redéfinir, comme tu l'as rappelé, les règles de Internet, puisque Internet aujourd'hui est enfin, pas exclusivement, mais majoritairement dominé par une expérience de social media. Et il y a beaucoup d'effets pervers à ça, même si, comme tu l'as dit, les habitudes ont la peau dure. Et je pense qu'il y a eu un sondage récemment qui a été fait aussi sur Facebook, parce qu'il y a tout ce débat, malgré tout, qui commence à monter en puissance de c'est pas vos data, on est en train de vous exploiter. Mais Facebook a demandé aux utilisateurs, est-ce que vous serez prêt à payer 10 € par mois pour ne pas avoir de pub? Et je crois une écrasante majorité, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'était genre 85% ont dit non. Donc clairement, ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'on nous donne un Internet gratuit, et changer ça va être extrêmement difficile. Néanmoins, malgré tout, c'est très certainement une des plus grandes failures. Désolé, j'ai pas le mot en français, mais c'est un des plus grands échecs d'Internet, c'est d'avoir en fait créé un accès qui est gratuit. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que c'est pas non seulement mes mots, c'est aussi les mots d'une personne qui s'appelle Jason Lanier. Jason Lanier, qui est un gars qui a une soixantaine d'années, qui a participé vraiment aux prémices de Internet. Donc c'est un codeur à la base. Et il a été vraiment dans cette groupe qui a créé Internet. Et il dit, si tu remontes à cette époque-là, donc ouais, il y a une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années, en fait, on avait cette vision idéaliste que le software devait être quelque chose d'open source et gratuit. Et il dit, ça tranche fondamentalement avec le hardware, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas choqué de se dire, bah, tiens, je vais m'acheter un iPhone et je dois payer pour le hardware. Parce que tu as cette sensation un peu assez concrète. Mais la réalité, c'est qu'une application, aussi virtuelle que ça peut paraître, même si c'est gratuit sur les Apple Store, ça coûte cher à développer. On est bien passé pour le savoir chez Swissborg, ça coûte des millions.
Donc en fait, c'est un peu une coïncidence. C'est pas parce que c'était une volonté de dire ça c'est virtuel, ça n'a pas de valeur, ça c'est physique, ça a de la valeur. À la base, c'est venu d'un mouvement idéaliste où les software développeurs ont dit non, mais le software doit être free, doit être gratuit et ouvert pour qu'en tant qu'humanité, on progresse beaucoup plus rapidement. Et donc, même si effectivement, ça a permis, le fait d'avoir de l'open source, ça a permis au monde du software de grandir et d'accélérer beaucoup plus rapidement, certainement que si ça n'avait pas été le cas. Malheureusement, le corollaire de ça, c'est que Internet s'est construit sur un business model qui est en fait le problème fondamental d'Internet, qui est finalement l'attention et la pub. Donc la traduction de ça, concrètement, parce que là je parle de façon un peu abstraite, c'est à la base Internet est designé comme un système qui a la volonté de répondre à une question ou à une nécessité d'avoir une connaissance de la façon la plus rapide et pertinente possible. Alors là, tu vas comprendre, si moi, quand tu fais une recherche de n'importe quoi, hein, ça peut être une recherche aussi bien quelle est la capitale d'un tel ou est-ce que je pourrais revoir des photos de ma photo de classe de quand j'avais 8 ans, euh, si moi, en tant que commerçant de l'attention, à chaque requête que tu fais, je te donne la réponse la plus rapide et la plus pertinente, je perds ton attention. C'est-à-dire qu'au lieu de t'avoir pour 1 heure, où tu vas chercher désespérément à trouver la réponse, et puis graduellement, je vais te donner toutes les 10 minutes, je vais te donner assez d'espoir et je vais te répondre à ta question suffisamment pour que tu continues à chercher, mais pas trop pour que tu continues quand même à chercher aussi, ben, finalement, mon business model ne va plus être designé pour te donner une réponse efficace à ce que tu recherches le plus rapidement possible, mais va être designé pour maintenir ton attention le plus longtemps possible. Donc, le corollaire de ça, ça veut dire que quand le fait de ne pas accepter de payer pour Internet et pour le software, en fait, on est juste en train de troquer notre temps, qui est certainement notre denrée la plus valable, en fait, en tant qu'humain, pour des peanuts, pour rien, quoi. Donc, c'est pour ça que maintenant, si tu vas même sur un Apple Store et que tu tapes n'importe quelle application, que ce soit de la méditation, de la gym, etc., tu as plein d'applications. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Alors que déjà, tu vois, si tu devais payer pour les télécharger, ben, peut-être que tu mettrais plus d'intention, peut-être que tu essaierais d'évaluer beaucoup plus et tu mettrais beaucoup plus d'engagement dans les décisions que tu prends. Et in fine, ça veut dire que très certainement, tu vas économiser du temps pour toi. Donc moi, ma grande conviction aussi, c'est qu'on rentre dans l'ère où on a créé beaucoup trop de contenu, beaucoup trop de services, et aussi un nivellement vers le bas au niveau des startups, parce que les startups sont plus encouragées à copier qu'à innover. Donc c'est aussi détrimental pour un mindset en général. Et je pense qu'on va arriver dans un monde où les acteurs qui vont triompher, c'est aussi des acteurs qui vont réussir à apporter de la curation. Donc ils vont éliminer le bruit et qui vont réussir à créer des environnements qui sont beaucoup plus minimalistiques, beaucoup plus voilà, curated, quoi. Donc le SocialFi, effectivement, a énormément de choses à apporter sur ça, puisqu'il a la capacité de mesurer l'identité. Donc je pense que l'une des premières applications de SocialFi, c'est un layer de curation. Tu as un groupe qui s'appelle Karma Labs, Karma avec un 3, qui s'intéresse à ça. Ils ont une théorie qui est extrêmement pertinente sur le sujet. Donc voilà, pour les gens qui sont curieux, j'encourage vraiment à regarder. Et donc voilà, maintenant, est-ce que c'est une mince affaire de dire aux gens, mais c'est pour votre bien-être, qu'en fait, on doit redesigner un Internet qui est payant. Et puis, si tu veux, la crypto, c'est les premiers prémices, parce que chaque transaction, donc chaque interaction est payante. Donc après, bien évidemment, aujourd'hui, c'est drivé extrêmement au niveau de la spéculation, mais c'est déjà les prémices de redesigner un univers de software qui est plus juste. Et je pense que c'est une nécessité qu'on passe par cette étape. Je ne suis pas sûr que c'est une étape qui va triompher, mais je pense que ça serait un grand gain pour l'humanité parce que les réseaux sociaux ont un business model qui est designé pour nous rendre addicts, pour nous faire perdre le maximum de temps possible parce qu'on va avoir le maximum de pubs et nous donner un maximum de désinformation et nous capturer aussi dans un environnement qui ne nous fait pas nécessairement évoluer parce que euh, quand tu m'enfermes dans mes propres biais, donc si j'ai une théorie que j'y crois, généralement, je vais rester accroché plus tu alimentes cette théorie que si tu montres des choses choquantes, je vais soit m'offusquer, soit je vais commencer à déconnecter, ignorer. Et donc, on n'a pas, je pense que les dommages qui sont faits par
les pratiques des réseaux sociaux aujourd'hui au niveau de l'humanité sont beaucoup plus graves que ce qu'on pense, quoi. Et c'est notre sens, le SocialFi, de redéfinir ça. Forcément, le pari est immense et il ne va pas se solutionner du jour au lendemain. Moi, j'ai des théories assez fixes de comment on devrait y aller. Mais c'est définitivement le secteur d'activité qui m'intéresse le plus dans les années à venir au niveau de la crypto. Ok, c'est super pertinent ce que tu es en train de nous dire. Je vais essayer de le simplifier. En somme, on est en fait tenu entre une perte de temps qui finalement notre bien le plus cher sur cette planète contre de la gratuité. Donc ce serait l'idée en fait de récupérer ce temps-là contre une rémunération. En somme, je prends un exemple très concret, YouTube Premium, je paye, je ne sais plus combien c'est, 10 € par mois, et je n'ai plus les publicités, donc je gagne du temps. Exemple, si je veux aller sur X et ne plus voir les publicités ou avoir des applicatifs en plus ou des services en plus, je paye 8 $ par mois et j'ai des services en plus. Ce serait quoi en fait la bonne méthode, la bonne méthodologie, même si on parle ici plutôt du Web.3 au côté du SocialFi sur l'infrastructure, mais est-ce qu'il y aurait en termes d'applicatifs peut-être une troisième possibilité, une troisième alternative, peut-être une hybridation entre la publicité et le payant, ou peut-être toute autre chose, de façon extrêmement vulgarisée, extrêmement simpliste. Comment tu pourrais imaginer, toi, le SocialFi de demain, mais vraiment en parlant à monsieur tout le monde? Vraiment, si on avait aujourd'hui le Twitter d'aujourd'hui, je le prends, je le mets dans le Web.3, voilà à quoi ça ressemblerait. Ouais. Je vais essayer d'expliquer simplement, mais encore une fois, on est au tout départ, donc je pense qu'il y a beaucoup de visions qui s'interpolent un peu et qui se confrontent. J'ai passé pas mal de temps à essayer de synthétiser et de lire, pas non seulement que sur le Web3, mais sur le Web2 en général. Et donc, moi, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivé. Je pense pas que c'est aussi immédiat que ce que tu dis, c'est-à-dire que je pense pas qu'on va bifurquer d'un Twitter Web2 à un Twitter Web3 et les gens vont s'emborder. Je pense pas que c'est la bonne façon nécessairement de le voir. Je pense que la première chose sur laquelle le SocialFi doit s'attarder, c'est créer un layer de digital identity. Et je vais expliquer pourquoi. Si maintenant, l'ensemble de mes interactions, tu les mets dans une database qui est ouverte, donc dans une blockchain, et qui est accessible, alors après, tu peux rajouter des Zika-proof, etc., pour pas lier une identité à des actions. Mais même si c'est anonymisé, je vois un peu comme si je regarde ton wallet, je peux dire sur quoi tu investis, qu'est-ce que tu fais, je peux apprendre des choses sur toi. Même si je pense qu'il y a un public good, donc il y a une initiative publique sur Ethereum qui s'appelle Ethereum Attestation Service, qui est un game changer fondamental dans tout ce qui est crypto et notamment Ethereum. Je ne sais pas si tu vas aller sur le site web, mais Ethereum Attestation Services, donc c'est un peu dans le même lignée que ENS, quoi, Ethereum Name Services. Et en fait, ce qui est important, c'est que je pourrais même mesurer ce que tu fais dans le Web 2. Donc, je pourrais très bien dire, voilà ce que tu as, les posts que tu as likés, les choses que tu as fait, etc. dans le Web 2. Mettre ça dans un wrapper Web 3, donc les mettre ça disponible à tout le monde. Et donc, en fait, toi, tu continuerais de payer, tu vas payer pour faire ces actions parce que quelque part, tu consommes des services on-chain. Mais le grand privilège de ça, c'est que tu accumules une réputation, tu accumules un historique. Et donc, du coup, tu laisses la capacité à des entrepreneurs qui ont envie de te targeter. Je vais donner un exemple très concret, comme ça on va comprendre directement. En fait, de ne plus avoir à utiliser les plateformes Web 2 pour pouvoir s'adresser à toi. Parce que je pense qu'il y a une majorité de l'audience qui ne comprend pas ça quand tu n'es pas entrepreneur. Mais quand tu es un entrepreneur et que par exemple, moi, j'ai envie de dialoguer avec toi parce que tu es quelqu'un qui adore, prenons l'exemple de Duolingo, qui est une plateforme dans laquelle je peux apprendre différentes langues. Si j'ai envie d'interagir avec toi, j'ai pas de moyen aujourd'hui à travers Facebook ou Instagram ou TikTok ou Twitter d'interagir directement avec toi. Je vais devoir faire des hypothèses sur quel est ton groupe. Est-ce que tu es un homme? Quel âge tu as? Dans quelle ville tu vis? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que parce que tu utilises Duolingo, tu vas regarder telle série sur Netflix? Et faire un ensemble d'hypothèses qui vont avoir pour but de te targeter. Donc, en fait, le Web 2 vend aussi des outils statistiques de guess game au business pour qu'eux dépensent un maximum d'argent
pour pouvoir, par chance, avoir la capacité d'avoir dans leur business tel et tel utilisateur. Or, si maintenant, les achievements, donc tout ce que tu as créé en Web 2, parce que ça, c'est le plus grand challenge. On va dire aux gens, OK, ça fait 20 ans que tu t'investis sur des applications, créer un profil sur Instagram, il faut que tu recommences en Web 3. Ça, moi, je ne crois pas que c'est une formule qui va marcher. On a trop d'attachement et on a trop investi de temps. Par contre, si je porte toute ta réputation que tu as construite depuis des années du Web 2 vers une database Web 3 et que je te donne des incentives extrêmement clairs, là, je pense que c'est là où le Social 5 va exploser. Donc, un des corollaires de ça, enfin, une des applications concrètes de ça, c'est l'exemple suivant. Tu vois, par exemple, dans la boîte, on a quelqu'un qui est un fan de Duolingo. Ça fait des années, il était un des premiers utilisateurs et c'est la deuxième personne au monde avec le plus de connexions. Donc, tous les jours, il se connecte à Duolingo et quand tu te connectes, tu as ce qu'on appelle un streak. Donc, on te donne des points, on te dit 1 point, 2 points, 3 points. Ça veut dire que tu te connais 3 jours d'affilée, 4 jours d'affilée, 5 jours d'affilée. C'est la deuxième personne au monde avec le plus de connexions d'affilée de tous les utilisateurs de Duolingo. Donc, qu'est-ce que ça lui donne, lui, dans un monde Web 2? Ça lui donne quelque chose il a dit ça à son entretien. Donc, bon, je ne sais pas si ça fait la différence, mais c'est un truc cool à dire. Il peut montrer ça à sa femme, ses amis, c'est sympa à dire. Et puis, ça te donne cette satisfaction de se dire, OK, j'ai cette discipline où tous les jours, je vais faire 5 minutes de Duolingo. OK, ça, c'est le Web 2. Donc d'un côté, en tant qu'utilisateur, ça te donne énormément de self-esteem, ça te donne quelque chose que tu peux parler, mais c'est tout. D'un point de vue business, Duolingo est content de te donner cette fonctionnalité parce que qu'est-ce qu'ils veulent créer chez toi? C'est de l'addiction, donc ils veulent que tu continues de venir sur la plateforme. En revanche, la chose qu'ils veulent absolument pas, c'est que un autre entrepreneur sache quelle est ton identité et que toi, tu as fait ce genre de performance parce qu'ils veulent surtout pas que toi, tu arrêtes d'utiliser Duolingo. Donc, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire ils veulent que toi, tu travailles pour eux tous les jours. Ça, cette data, elle t'appartient, mais ils veulent en aucun cas qu'elle soit visible. Or, maintenant, si tu utilises Ethereum Attestation Services, et tu as des gars qui font ça qui s'appellent Receipts XYZ, si maintenant, moi, je connecte mon compte Duolingo et je te montre, j'arrive à attester avec ce service que je suis effectivement la personne dans le monde qui est celle qui a le plus de streak, ou je suis le top 2 au monde avec le plus de streak dans Duolingo, je le porte ça dans une frame Web3, je donne l'opportunité à des entrepreneurs qui, par exemple, demain vont créer une application concurrente à Duolingo, au lieu de dépenser une tonne de budget marketing sur Facebook ou Instagram en essayant de te targeter ce gars qui est le top 2 au monde, je vais pouvoir arriver directement dans son wallet, lui dire, voilà, je viens de créer cette application, je te donne 10 ans d'utilisation gratuite si tu utilises pendant mon application pendant une semaine et que tu me fais, par exemple, un report. Et donc, du coup, j'ai une claire corrélation. Moi, j'aurais continué de payer pendant 10 ans, des années à utiliser Duolingo, parce que j'ai consommé des choses, mais j'ai créé une identité qui, in fine, même si j'ai payé de l'argent pour créer cette identité, va m'apporter des bénéfices parce qu'on aura complètement enlevé de tout ce schéma transactionnel des acteurs comme Facebook, tous ces social media qui sont en tant qu'intermédiaires et qui capturent l'ensemble de cette valeur de la data. Et moi, donc, du coup, même si je dépense de l'argent, graduellement, je construis une identité qui peut être valable et qui est directement adressable sans intermédiaire par des business qui, eux, sont intéressés. Parce que l'ensemble des business, c'est basé sur du retargeting. Donc voilà, donc ça c'est un exemple assez concret et je pense donc du coup, pour conclure, est un projet qui s'appelle Receipts avec un S à la fin, je vais envoyer ça dans le chat, mais RECEIPTS.XYZ qui fait ce genre d'activité. Alors, c'est très, très embryonnaire, hein, voilà. Mais ils disent, voilà, si tu fais un marathon, si tu fais, c'est basé sur le sport maintenant, si tu fais tous ces achievements dans le Web 2, ben, nous, on va les remettre dans le Web 3 et ça va permettre à des business de venir te contacter. Donc, même une extension de ça, c'est que si tu es un super trader chez Swissborg ou un super investisseur chez Swissborg ou un super investisseur chez Binance, aujourd'hui, il n'y a que Swissborg ou Binance qui peuvent le voir. Or, si c'est on-chain, demain, tu as Bybit ou d'autres compétiteurs qui disent ce gars-là, c'est vraiment un gars qui m'intéresserait à avoir comme utilisateur. Il peut venir et te faire une offre de bonus
qui est complètement designé pour toi parce que tu as créé cette identité digitale. Donc pour moi, ça c'est l'avenir, c'est la première brique de SocialFi, c'est vraiment ceux qui vont permettre aux gens qui ont créé énormément de choses dans le Web 2, de pouvoir le passeporter dans le Web 3 et d'avoir directement des offres, des choses qui sont concrètes, qui sont tirées de ce passporting. Et c'est pour ça que je m'intéresse aux applications email, parce qu'aujourd'hui, mes emails, qu'est-ce que je peux trier en fonction du titre, je peux trier en fonction de l'heure à laquelle j'ai reçu, je peux tirer en fonction de qui me l'a envoyé. Mais si demain, j'avais une fonctionnalité qui me dit, et c'est un peu ce que D-Bank fait, voilà, cette personne-là, rien que pour ouvrir cet email, elle vous donne tant. Et dedans, il y a un bon de réduction, quelque chose, un NFT, quelque chose attaché pour vous faire lire sur son service. Ben, je pense que ça changerait complètement l'expérience des emails et on rentrait dans une nouvelle ère beaucoup plus propre et beaucoup moins spammy de cette expérience qui a besoin d'être designée. Ok, donc en fait, dans cette idée de redesign, dans cette idée de prolongement, sans pour autant refaire tout à zéro, mais en prenant de l'ancien pour faire du neuf, on reviendrait sur les premiers cas d'application vis-à-vis de ces... on peut même pas parler malheureusement encore de business model, mais dans l'idée, ce serait la possibilité on-chain de pouvoir récupérer des informations telles qu'on pouvait les avoir dans les années 2000, comme par exemple notre catégorie socio-professionnelle, donc demandeur d'emploi, mère au foyer, CF++, employé, ouvrier, etc. Et de vendre ça juste avec une adresse mail, pour dire voilà, l'adresse mail, je sais que c'est un CS++, donc tu peux lui envoyer un mail de n'importe quoi. Donc ça, c'est les premiers balbutiements du e-marketing ou du marketing digital. On le prend un petit peu de façon archaïque, mais ça a été une révolution pour les 20 années qui ont perduré jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, ce serait de reprendre en fait ce tout petit fil d'il y a 20 ans en arrière, de le sublimer avec des informations on-chain, beaucoup plus poussives, beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus personnalisables, et d'avoir en fait la propriété des informations que nous sommes d'accord pour donner et pas d'accord pour donner, et avoir le plein contrôle de notre identité digitale. Dans l'idée, ce serait un petit peu ça. Ça reviendrait presque, par exemple, sur une adresse mail, on n'a aucune possibilité de dire « pas de pub, s'il vous plaît ». Or, sur une identité digitale, techniquement, on pourrait le faire. C'est déjà une révolution. Oui, tout à fait. Et on pourrait trier, tu vois, tu pourrais très bien dire, ne montre pas. Soit je pourrais whitelister des adresses, parce que c'est vrai ça paraît difficile intellectuellement, mais quand vous créez une adresse MetaMask, donc quelque part, ça peut être transformé. On voit des applications qui font des WhatsApp, des Signal type of Messenger à partir d'un wallet. Donc un wallet peut être très bien vu comme une adresse email, hein, ça ne demande pas grand-chose comme transformation. C'est un point de référence d'identification sur une blockchain. Donc, à partir de ce moment-là, je peux faire énormément de choses. Et donc, on pourrait très bien dire, voilà la liste des adresses blockchain que j'autorise à communiquer avec moi. Donc, je vais voir un display dans cette application de messages d'eux, c'est gratuit. Et puis, sinon, je filtre tous les spams, enfin, tous les gens qui essaient de s'adresser à moi, mais qui ne mettent pas un minimum de temps, par exemple. Et on revient donc dans cette idéologie de « je reprends le contrôle ». Parce qu'aujourd'hui, les personnes à qui on fait confiance pour pouvoir mettre des barrières anti-spam à l'entrée, c'est Google, c'est Orange, c'est Bing ou c'est Outlook, éventuellement. C'est assez intéressant. J'espère qu'on a été clair sur ce sujet-là. Hein, c'était intéressant de remonter un petit peu parce que, encore une fois, c'est toujours très hypothétique, c'est très prédictif. Mais encore faut-il en avoir tous les tenants aboutissants dès maintenant pour pouvoir s'y préparer au mieux, pour pouvoir s'offrir ces changements dans les meilleures conditions possibles. Donc merci pour ça, Anthony, et merci pour le temps que tu as passé à répondre à cette question. On passe à une nouvelle question, comme ça on essaye d'avancer parce qu'on va bientôt arriver à l'heure, mais c'est toujours vraiment passionnant d'échanger avec toi. On va revenir un petit peu dans le présent. On était dans le futur, on a fait du passé, on est parti dans le futur, on va revenir au présent. Je me rappelle début octobre, d'ailleurs c'était le 5 octobre précisément, vous avez lancé une nouvelle stratégie de staking avec Solana. 20 jours plus tard, une nouvelle stratégie de staking avec Atom Cosmo. Bon, la communication, les annonces de Swissborg retrouvent finalement au fond un petit peu leurs fondamentaux, qu'on appelait ici le earn, le staking, toujours dans la DeFi et notamment du liquid staking, qui est en fait finalement votre cœur de métier. 10 jours plus tard, c'est au tour de MEX. C'est formidable de voir des premiers écrits, le smart engine propriétaire de Swissborg connecté à des SEX, à des DEX, à FX pour une expérience utilisateur augmentée. Formidable. On peut d'ailleurs
avoir un accès à la stratégie d'ailleurs de liquid staking qui est disponible sur Google Pool maintenant à travers Avax. Donc, les nouveautés, les annonces se succèdent, s'enchaînent. Est-ce qu'on ne serait pas finalement un petit peu obligé de se préparer à un bull run pour essayer de maximiser nos chances de visibilité? Donc, je passe de toutes les nouvelles cryptos que vous avez mis sur l'application, parce qu'il y en a eu beaucoup pour le coup. Je crois qu'il y en a peut-être une dizaine qui est arrivée dans les 2 derniers mois. Donc, toujours très heureux de les observer, puisque c'est vrai qu'on était toujours très demandeurs, notamment lors de nos premiers échanges, sur le nombre relativement limité des cryptoactifs qui étaient représentés. Aujourd'hui, elles s'accélèrent. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses. Et demain, elles seront peut-être trop nombreuses. On va y revenir juste après. Je fais un petit passage sur le CHSB qui se transforme en Borg, mais c'est une autre question que j'aimerais te poser. Euh, on apprend d'ailleurs, ça c'est extrêmement important, que les Sweetburgers qui ont staké leur Solana sur l'Apps sont éligibles à l'airdrop de Jito. Ça, c'est une super nouvelle. Parce qu'à ma connaissance, c'est unique au niveau mondial sur des échangeurs centralisés enregistrés. J'aimerais aussi que tu nous expliques comment vous avez réussi à faire cette prouesse, parce que honnêtement, ça m'intéresse profondément. J'ai été droppé de Jito, personnellement, parce que j'ai quelques Solana sur l'application Swissborg. Pas beaucoup, mais ça a été toujours une très belle surprise, c'est toujours la même chose. Question. Comme ça, on va droit au but, parce qu'après, je parle trop également. Comment est-ce possible d'être éligible à un airdrop uniquement en tant que holder, en fait staker, et non délégateur ou via un validateur? Et dans cette dynamique, qu'est-ce que Swissborg nous réserve pour les prochains mois à travers ces différentes annonces qui s'enchaînent et finalement s'accélèrent? Ouais, c'est une très bonne question. Comme tu l'as rappelé, nous, effectivement, on a plusieurs piliers au sein de l'application. Donc, bien évidemment, l'échange, c'est le pilier number one hein, de ce qu'on fait. Après, le earn, ça fait partie, le passive income, donc la capacité de gagner sur ces cryptos, ça fait bien évidemment partie des applications qui sont au cœur de notre métier. Et depuis qu'on a lancé le service de earn en 2020, on a toujours voulu donner un service de earn qui est le plus transparent possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a toujours construit à partir de briques DeFi. Donc, c'est la grande particularité. Et bien évidemment, le DeFi, il a aussi évolué. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces dernières années, et notamment le liquid staking. Donc pour parler de Jito en particulier, effectivement, c'est une compagnie qui fait du liquid staking, donc qui permet en fait à chaque fois qu'un Solana est donc staké auprès d'un validateur, il crée en fait un récépissé pour ce Solana qui a été staké et ils le rendent liquide. Donc, ils créent un jeton on-chain que tu peux échanger. Et donc, ils te permettent un peu de ne pas attendre pour des cooldown périodes, même sur Solana, la cooldown période est quand même quelques jours. Donc, c'est pas si grave que ça, mais ils te permettent d'échanger instantanément. Donc, notamment en créant des pools décentralisés, donc des liquidity pools avec notre partenaire qui s'appelle Camino. Le récépissé qui s'appelle le Jito Sol contre Sol, donc moyennant un tout petit peu, une toute petite commission, tu peux récupérer des sols si tu as besoin de les revendre ou si tu veux plus être staké et que tu as besoin de tes Solana immédiatement. Donc nous, on s'intéresse bien évidemment à ces technologies. Je pense que c'est fondamental dans le DeFi, comme on disait, dans l'ère du DeFi de 2023-2024. Tout ce qui est liquid staking va avoir énormément d'importance. On ne va pas parler, mais on voit il y a beaucoup de choses qui sont en discussion avec TIA, mais aussi Gainlayer. Nous, on a un grand supporter de cet écosystème. Et donc, une partie intégrante du play de DeFi, de ce qui nous attend, c'est aussi tout ce qui est airdrop. Donc, la capacité à des écosystèmes de récompenser les gens qui participent de façon un peu en avance à leur protocole avant qu'eux-mêmes fassent l'émission d'un token. Si tu as participé, ce qui est assez logique dans le cas de Jito, parce qu'à chaque fois que tu stakes avec eux, ils gagnent un revenu. Donc, ils ont un intérêt aussi économique à faire ce genre de promotion. Et donc, nous, on a fait partie des early adopters, donc des premiers utilisateurs de Jito. Et donc, à ce titre-là, on était récompensés. Il est clair qu'il y a eu quand même une différence marquante entre le faire à titre individuel, si toi-même tu vas sur la chaîne et que tu le fais toi-même, le reward était beaucoup plus imposant que si tu le faisais à travers Swissborg, parce que Swissborg est vu par Jito comme un unique utilisateur. Donc, on a été un utilisateur conséquent. Il y avait plusieurs tiers de distribution. On a fait partie de quasi des meilleurs tiers. Mais on a été vu comme un utilisateur unique. Et c'est vrai que chaque règle de airdrop, quand tu regardes
Si on regarde le airdrop de TIA, avait des règles complètement différentes du airdrop de Jito. Donc, c'est pas toujours facile d'anticiper les règles du airdrop. Même si on interagit avec les projets, j'ai parlé plusieurs fois au CEO de Jito, et ils vont jamais donner les règles du airdrop. Hein. C'est un sujet, c'est un secret qui est extrêmement bien gardé, donc on peut pas savoir, on peut juste spéculer sur comment ça va se faire. Mais voilà, ça fait partie des choses un peu sympas qu'on essaie de créer et donner à l'occasion à des gens qui ne s'intéressent pas à aller on-chain, leur donner l'occasion indirectement de participer en espérant à chaque fois qu'on va leur donner la meilleure expérience. Et c'est Jito, je pense que c'est le premier de de plusieurs airdrops, je l'espère, qui vont s'effectuer par l'intermédiaire de la Swissborg. Et oui, effectivement, c'est une première mondiale. Excellent. Juste, on reprendra la question par rapport à MEX, mais juste avant, j'aimerais qu'on explique bien par rapport à l'ensemble des gens qui nous regardent, parce que je pense que c'est capital, ce qu'est le liquid staking. Je vais essayer de le résumer et de le vulgariser au plus précis. Le liquid staking, c'est la capacité de pouvoir bloquer en tant que validateur dans une blockchain pour en recevoir des récompenses de staking, ce qui est normal. Jusqu'ici, tout le monde est parfaitement au courant de ce mécanisme-là, mais d'avoir en plus la possibilité de recevoir une contrepartie d'un jeton qui a les mêmes bénéfices et capacités que le jeton déjà staké. Par exemple, Jito vis-à-vis de Solana, c'est exactement la même chose que le Lido vis-à-vis de Ethereum. Ce que Lido fait, c'est Jito le fait exactement de la même façon de Solana. En somme, quand vous avez un WETH, c'est exactement la même chose que si vous aviez un S Solana, un L Solana, enfin un J Sol comme Jito Solana, pour pouvoir en fait après avoir un doublement des récompenses de staking. En somme, je vais essayer de le résumer. Je n'ai peut-être pas été très clair, mais je vais essayer de le résumer de la façon la plus simple possible. C'est tout simplement un effet de levier, le liquid staking. Vous avez tout simplement 2 fois plus de récompenses si vous stakez dans un validateur et recevez des contreparties par rapport à des WETH ou Jito Sol, et ça marche aussi très bien avec ADA Cardano pour information, et d'ailleurs à travers beaucoup de blockchains, ça marche aussi très bien avec le Shiba Inu notamment. Et il y a toujours un risque inhérent à ce type de mécanisme, notamment des problèmes de hacking, notamment des problèmes de piratage, notamment des problèmes de tout ce que vous voulez, voire de dépeg. Ça peut également arriver, hein, si on se fait siphonner les poules de liquidité, il y a des dépegs, donc le risque est rémunéré, et ce risque-là est le doublement généralement des performances de staking qui vous sont déjà proposées en amont. Est-ce qu'il y a un risque par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un danger par rapport à ça? Oui, j'ai essayé de les résumer de la façon la plus simple possible. Si Anthony, tu veux rajouter quelque chose à ce que je viens de dire, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Non, c'est très bien dit. Après, c'est vrai que là, on rentre dans des aspects plus techniques, mais la chose à évaluer quand tu fais du liquid staking, c'est si tu ne passes pas par le marché secondaire, donc si tu ne vas pas sur des poules de liquidité, comme tu disais, si la pool de liquidité se fait drainer et que je dois récupérer mes Solana en faisant ce qu'on appelle un withdraw, donc un redeem du liquid staking, combien de temps ça prend? Dans l'occurrence, chez Lito, ça prend quelques jours. Donc, la probabilité qu'une pool soit drainée, à moins qu'il y ait un hack, elle est relativement faible parce qu'on serait dans des situations d'arbitrage si le gap entre le Jito Sol et le Sol serait trop important. Ce qui n'était pas le cas à l'époque d'Ethereum parce qu'il y avait encore l'incertitude sur le fait de est-ce qu'on allait arriver à migrer Ethereum avec la Shanghai Update pour avoir les withdrawals qui soient actifs. Maintenant, c'est le cas. Donc, hors événement de hack, ce qui peut arriver, bien évidemment, la probabilité qu'un de ces liquid staking tokens dépègue fortement, elle est relativement faible parce que ça crée des situations d'arbitrage sur des tokens relativement liquides. Donc voilà, ils seront arbitrés, quoi. Ok, merci pour ça. Comme ça permettait peut-être de remettre les choses dans leur contexte, puisque c'est vrai que c'est toujours difficile, puisqu'on va avoir de plus en plus de nouvelles personnes qui vont rejoindre la communauté et rejoindre surtout ce monde extraordinaire des ruptures technologiques de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc je pense que c'est important de revenir parfois dans les fondamentaux pour bien l'expliquer. On avait déjà fait ce travail-là avec la communauté, on avait déjà fait ça d'ailleurs avec les académiciens, avec grand plaisir de revenir notamment sur le Discord des droits millions marché, puisqu'on a beaucoup de développeurs, beaucoup de stakers et de holders qui utilisent ces mécanismes-là, donc n'hésitez bien évidemment pas, directement sur le Discord, lien dans la description, de venir poser toutes vos questions. Si ce type de mécanisme de liquid staking vous intéresse, avec grand plaisir d'y répondre. D'ailleurs, en parlant de ça, j'aimerais revenir sur la nouvelle crypto de Swissborg, qui s'appelle le Borg. Eh oui, c'est une nouvelle crypto. Naïvement, on peut penser que c'est simplement un nouveau nom, qui a été donné anciennement au CHSB. Or, c'est
visiblement bien plus que ça. Est-ce que tu peux revenir sur ce défi et quels sont les enjeux en fait autour de cette migration CHSB vers le Borg? Tout à fait. Alors, le Borg, il accompagne, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est ce qu'on appelait le MEX. Donc, le MEX, c'est la capacité à notre Smart Engine, donc notre agrégateur de liquidité, d'aller aussi se connecter dans des pools de liquidité qui sont sur des échanges décentralisés. Alors pourquoi c'est important au lieu d'avoir encore des meilleurs prix? C'est important parce que ça nous permet maintenant de pouvoir lister des tokens avant même qu'ils soient listés sur des échanges comme Binance ou Kraken. Donc ça, si on a un projet auquel on croit énormément, ça va nous permettre de le supporter de façon très très early et donc aussi de donner le bénéfice principal pour notre communauté d'avoir ce MEX, c'est la capacité de participer de plus en plus tôt dans l'aventure d'un projet, une fois que lui, il a eu en fait notre due diligence. Et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus actifs sur certains produits. On va parler d'alpha, mais aussi il y a des nouvelles choses qui arrivent au niveau d'alpha qui sont relativement intéressantes. Alors pourquoi Borg, c'était plus qu'un changement de nom? Ben, on a refait tous les smart contracts parce que notre volonté maintenant, c'est aussi de porter le Borg sur un environnement DeFi. Et ça va donner deux choses pour les gens qui possèdent du Borg. Alors, c'est long parce qu'on travaille avec Wormhole. Wormhole, leur agenda principal, c'est d'aider Lido à aller, avec leur stake Ethereum, à aller sur Solana. Et on est les prochains dans leur liste de priorités. Et ils vont nous permettre en fait, de rendre le Borg complètement versatile et de pouvoir être passeporté sur beaucoup de chains, dont Solana. Et ça va ouvrir en fait la fenêtre sur la capacité pour l'écosystème Swissborg d'être un acteur du DeFi. Et donc de ramener non seulement des yields, mais aussi, je pense, d'être un game changer dans tout ce qui est la liquidité on-chain. Quand tu regardes la trajectoire de BNB, bien évidemment, le BNB s'est propulsé à travers énormément de facteurs, mais un des facteurs aussi, c'est d'avoir été, à chaque fois que Binance listait un token sur leur plateforme, ils le listaient aussi non seulement en USDC, en Bitcoin à l'époque, Ethereum, mais aussi dans leur token. Donc, BNB est devenu un dénominateur commun de beaucoup de tokens pour la liquidité et c'est aussi une des ambitions qu'on a, c'est de progressivement devenir un peu un étalon pour la liquidité on-chain au niveau du Borg token, ce qui va lui permettre d'avoir une grande adoption. Donc ça, c'est les plans à long terme, bien évidemment, hein, et on progresse pas à pas vers cette direction. Il y a énormément d'étapes parce que le DeFi est encore jeune. Nous, on a un écosystème existant, donc on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas se permettre de faire des mauvaises décisions, donc on prend énormément de temps à les faire, mais progressivement, on évolue vers ce mindset où on veut donner un intérêt aussi pour des communautés qui sont en dehors de l'app, de posséder du Borg, de jouer avec le Borg, parce que ça fait partie des facteurs d'adoption. Et voilà, donc c'est vraiment vers là qu'on se dirige. Et au sein des utilisateurs de l'application Swissborg notamment, on avait lu quelques écrits comme quoi bientôt l'application pourra proposer plus de 3000 paires de crypto au travers cette nouvelle composante au sein du Borg, directement attachée à la blockchain Solana. En somme, est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, et on revient en fait un petit peu dans l'applicatif et dans le concret, parce que technologiquement, on comprend que c'est probablement une très bonne chose, et on espère que ça va marcher et que ça va aller vite, surtout. Est-ce que, clairement, je pourrais, comme je le fais aujourd'hui pour acheter du Bitcoin ou de l'Ethereum directement sur Swissborg, je pourrais acheter toutes les cryptos qui sont aujourd'hui interconnectées avec la blockchain Solana? Alors, on a encore des limitations techniques parce que comme on agrège, c'est pas aussi simple que de lister ce qu'il y a sur la blockchain Solana. Pourquoi? Parce que, en fait, comme on fait du routing, exponentiellement, ça grandit. On est la plateforme aujourd'hui qui a le plus de paires, en fait, parce que tu peux combiner n'importe quelle crypto avec n'importe quelle crypto. Et ça, c'est vraiment unique. Et donc, un des corollaires de ça, si on est en train de travailler sur les ordres limites, bah, on sera la première plateforme où tu peux très bien dire, bah, je veux acheter 10 000 $ de Bitcoin avec 10 000 $ de CHSB ou de Sand, enfin de Borg, pardon, de Sand ou n'importe quoi. Et donc, du coup, notre infrastructure, elle est relativement large.
Aujourd'hui, techniquement parlant, encore une fois, on n'a pas les plus d'assets, on n'a pas le plus de jetons, mais on a le plus de combinaisons de jetons possibles, si tu veux, en un trade dans le monde. Ça, c'est un. Et après, au-delà des limitations techniques de notre infrastructure, il y a aussi cette volonté toujours d'avoir une marketplace où on a des tokens auxquels on croit, on a rencontré les teams, on sait que ils font les choses de façon sérieuse. Je pense qu'il y a un phénomène qu'il faut observer, c'est cette année, il y a eu plus de 4000 délistings. Donc, je partageais l'agenda de Mex, KuCoin, et je dis, ouais, tu regardes, ils font 8-10 listings par jour. Bon, bah, prochain bear market, ça va être 10 000 tokens qui vont être délistés. Donc voilà, tu peux regarder si tu tapes sur delisting Keiko, K-A-I-K-O sur Twitter, tu vas trouver ça. Ok, ça, c'est les délistings, en fait, de tous les tokens sur l'ensemble des échanges, tous Ouais, confondus. Il y en a eu ouais, 3400 délistings en 2023. ouais, c'est énorme. Tu vois, nous, on a délisté, je pense, de 3 tokens. Euh, donc, euh, donc voilà, donc malheureusement UST et FTT. Mais voilà. Il y a pas de, il y a très peu de petits coins qu'on a délistés parce que on passe du temps à sélectionner les tokens. Donc ça reste notre objectif, malgré tout, d'avoir une marketplace qui a un certain niveau de curation. Ok, super. Merci pour ces informations-là. On conclut. Dernière question. Je reviens un petit peu à ce qu'on avait dit tout au début de cet échange-là. Je trouvais ça vraiment sympa. On connaissait le cyborg. Le cyborg, Mhm. c'était C-Y-B-O-R-G. Juste ici, vous allez le retrouver. Cette fameuse applicatif, ce service propre à Swissborg pour maîtriser vos décisions d'investissement grâce à l'IA. Donc il est vrai qu'à chaque fois que vous allez sur l'application Swissborg, vous avez la possibilité d'aller faire une petite recherche fondamentale et il y a une petite intelligence artificielle qui vous permet de faire un scoring. Haussier, baissier, intérêt à l'investissement éventuellement. Voilà, ça nous fait un petit scoring. Et depuis quelques temps, il y a un nouveau cyborg qui est arrivé, mais cette fois-ci, le SYBORG, qui souhaite propulser le podcast dans l'ère du Web.3. L'idée, c'était de sublimer un petit peu les conversations, décrédibiliser, notamment par l'abondance des certitudes qui sont systématiquement hébergées sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de conversations sur les réseaux sociaux, il y a plus des exposés extrêmement courts de nos propres opinions et notre propre morale, que nous voulons tout simplement, et souvent, le plus souvent anonymiser, partager au monde entier. Parfois de façon bienveillante, et parfois de façon malveillante. Dans cette dynamique, la finalité de Swissborg, finalement, à vouloir encore une fois porter ce type de projet, comme le fameux cyborg, je sais plus, voilà, c'est exactement ici que je l'avais. Cette finalité, est-ce que ce serait pas finalement peut-être de cultiver, voire d'auto-alimenter son propre écosystème de projets Made it in Borg, entre les exclusivités et la très forte sélection à l'entrée. Tu l'as dit tout à l'heure encore une fois, on prend le temps de rencontrer les fondateurs avant de lister un token sur notre plateforme, on prend le temps de discuter, de regarder, etc., etc. Donc, on ressent en fait cette très forte sélection, cette barrière à l'entrée. Et pour aller même encore plus loin, est-ce que Swissborg ne souhaiterait finalement peut-être pas construire la finance du futur, mais peut-être en train d'inventer ou de réinventer la blockchain nation, un petit peu à l'image de la startup nation qui, depuis début 2020, est un petit peu à bout de souffle? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est clair que notre business number one, c'est de vendre des tokens et donc de permettre à des investisseurs de rencontrer des entrepreneurs qui construisent euh, les produits, mais aussi les services de demain et qui construisent finalement un avenir qui leur est cher, quoi. Au-delà de la spéculation financière du profit qu'ils peuvent en tirer. Donc, si tu regardes Amazon, par exemple, bah, son business numéro un pendant des années, c'était de vendre des bouquins. Et qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils sont aussi un éditeur parce que tu n'as plus besoin finalement de. Ils ont plus la nécessité de vendre exclusivement des bouquins qui ont été produits par des autres producteurs, mais toi, en tant qu'individu, tu peux venir avec un PDF. Ils ont construit des machines et tu peux commencer à vendre ton bouquin, même si potentiellement tu n'aurais intéressé aucun éditeur ou que tu n'aurais pas eu la, voilà,
la notoriété suffisante ou le business model suffisant pour intéresser une maison d'édition. Donc nous, dans cette optique-là, de toute façon, encore une fois, on croit à des thématiques extrêmement fortes. On a parlé de gaming, on a parlé de social-fi. Donc on a des convictions qu'on développe en comprenant de plus en plus la profondeur de la crypto, parce que ça prend des années, je pense, pour vraiment se connecter aux fondamentaux et comprendre. On évolue aussi en tant qu'individu. Et notre business number one, c'est de faire des tokens. Donc on se dit, on a quand même beaucoup d'ingrédients en face de nous, dans un monde qui finalement a encore tout à prouver et tout à faire. Donc on a toute une latitude pour être des acteurs qui partagent leurs connaissances, qui permettent de propulser certains entrepreneurs et certaines thématiques qui nous sont chères. Donc, on a commencé avec le gaming avec Xborg. Aujourd'hui, le social fi, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et fondamental. On a cette équipe qui sont relativement jeunes, hein, donc ça prend du temps aussi, qui s'est motivée euh, pour, euh, pour pour faire ce Social Pi Project. Et donc, on s'est dit, bah, nous, ça rentre dans évidemment cette volonté d'agrandir progressivement l'écosystème Xborg pour que non seulement les gens de notre communauté puissent recycler aussi leur passion, leur désir d'être de plus en plus des fans de Swissborg. Alors, peut-être que ça a une certaine limitation si on se limite à Swissborg en tant qu'application, mais si on grandit notre écosystème, tu retrouves toujours un second souffle, une seconde vie pour t'intéresser à Swissborg en tant qu'écosystème. Ça permet aussi de valoriser le Borg token, puisqu'il y aura une connexion entre tous ces tokens et le Borg token. Et ça nous permet aussi de grandir en tant qu'écosystème, parce que ces gens-là font aussi des connexions. Tu vois, la dernière fois, j'étais invité au Twitter Space de Xborg. Ils avaient Kiran, qui est le fondateur de Synthetix et Illuvium sur leur chain. Donc, ils ont lié une relation relativement particulière avec lui et l'écosystème Illuvium. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire chez Swissborg. Donc, il y a énormément d'externalités positives à faire ce genre d'initiative. Et puis, dans la mesure où on vend des tokens, autant les avoir à leur genèse la plus pure possible pour pouvoir aussi les aligner avec quelles sont nos valeurs. Donc oui, on ressuscite vraiment cette envie de la startup nation, mais on le fait, je pense, d'une façon extrêmement active. Et on le fait aussi, on a énormément d'atouts chez Swissborg parce que non seulement maintenant on commence à avoir la connaissance, mais on a aussi une communauté extrêmement forte qui nous supporte et on a une application qui est fantastique pour lancer des projets. Il y a un appétit quand même assez grand pour ce qu'on appelle nos deals alpha. Et donc on apporte énormément de choses à ces projets-là. Non seulement on leur apporte notre network, notre connaissance, on leur apporte des capitaux initiaux, mais on leur apporte aussi leurs premiers utilisateurs et leurs premiers levées de fonds. Et ça, c'est énorme. Donc c'est un modèle qu'on est en train d'expérimenter toujours. Hein. Donc, on n'est pas en train de déployer des 10, 20 projets en même temps. On veut prendre le temps de faire les choses bien, mais moi, je suis extrêmement bullish sur ce secteur d'activité. Et voilà, j'ai vraiment hâte qu'on ait de plus en plus de projets qu'on incube. Ça me fait penser un petit peu à Binance Lab, qui, il y a quelques mois en arrière, peut-être quelques semaines, avec l'ensemble de la communauté, on avait discuté sur est-ce que mes coins sont encore en vie, est-ce que mes coins vont pouvoir peut-être faire quelque chose lors de ce bull market, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai parié sur le bon cheval. Et en fait, ce qu'il faut peut-être regarder en premier lieu, c'est de voir parmi ces faiseurs de marché, j'appelle moi, peut-être un peu naïvement, ou pas forcément péjorativement, mais peut-être naïvement, les échangeurs centralisés comme des faiseurs de marché, parce que c'est eux qui drainent et qui capturent beaucoup de capitaux pour après pouvoir influencer de par leur poids et leur liquidité sur les marchés financiers, et notamment les marchés cryptoactifs. On prend l'exemple de Binance Lab, avec pas mal de petites cryptos extrêmement exotiques qui sont là depuis 2022, 2021, peut-être un petit peu plus éloignées pour certaines, qui aujourd'hui sont dans une très belle structure de marché et qui finalement peut-être nous donnent l'envie de dire peut-être on va laisser une chance supplémentaire à ce type de token. Donc ça, il faut le regarder avec notamment Bybit, notamment d'autres échangeurs, et peut-être plus récemment avec Swissborg. Pourquoi Swissborg ? Parce qu'en fait, j'ai envie de presque dire ici que au lieu de demander à Swissborg de vouloir lister un token, même si on est très sollicité pour le faire, hein, je sais que certains membres de la communauté font partie notamment des héros de Swissborger, et on a la possibilité de pouvoir interagir avec la communauté stratégique de Swissborg. En fait, autant vous envoyer directement les fondateurs. Et dans cette idée, en fait, on vous envoie les fondateurs, on peut partir du principe que
toutes les structures et tous les échangeurs centralisés ont rencontré à un moment donné les fondateurs avant de pouvoir proposer ou lister les tokens ou de les intégrer comme une espèce d'incubateur ou un laboratoire technologique en vue d'un monde meilleur, toujours pareil. J'ai trouvé ça plutôt intéressant un petit peu dans la narrative. Ça permet en fait de mieux se situer par rapport à ce qui pourrait nous attendre dans quelques mois et peut-être quelques années. Et encore une fois, essayer de limiter les erreurs qu'on pourrait faire, peut-être naïvement, par un manque de recherche fondamentale et de bon sens. Parce qu'encore une fois, et je le dis et je le répète, dans ces phrases et quelques phrases que tu viens de dire qui me parlent énormément, j'ai souvent tendance à dire, et je vois de plus en plus de personnes encore, et peut-être un tout petit peu trop tôt, dire ne regardez pas forcément les projets, regardez plutôt comment naviguent les capitaux. Et j'ai tendance à plutôt dire, ne regardez pas comment naviguent les capitaux, regardez comment naviguent les talents et les porteurs de projets. Parce qu'en premier lieu, on investit d'abord dans les humains, avant d'investir dans les projets. Donc, je pense que ce serait éventuellement mon mot de la fin. Je trouvais ça plutôt intéressant. Est-ce que tu as envie peut-être de rajouter quelque chose? J'ai plus grand-chose à dire. Ah si, peut-être. Quelque chose encore que j'ai reçu aujourd'hui sur mon fil d'actualité de Swissborg, une thématique supplémentaire. Mais, décidément, tous les jours, il y a une nouveauté chez Swissborg, c'est formidable. On parle du Banter Bundle. Donc je l'avais mis là, je me suis dit, tiens, j'allais t'en parler en fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire juste une phrase et ce sera le mot de la fin? Oui, tout à fait. Je rebondis rapidement sur ce que tu as dit au niveau des entrepreneurs. Je pense que effectivement, aujourd'hui, si tu es dans la recherche de performance pure, euh, il y a, il y a un intérêt à suivre le capital, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement anxiogène. On ne maîtrise pas tout le temps les tenants, les aboutissants, hein, parce que il y a aussi des choses pas très jolies qui se passent. Et donc, je pense que aussi l'investisseur, il doit être dans la compréhension de qu'est-ce qu'est son rythme à lui en tant qu'individu. Et moi, personnellement, j'aime bien prendre une toute petite partie de mon portfolio pour aller sur des projets super exotiques et les traiter. Mais je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça plus pour le défi et m'intéresser un peu à comprendre qu'est-ce qui peut. Tu vois, c'est plus la fascination psychologique. Après, les sommes d'argent que j'ai, elles sont dans des choses auxquelles je crois, qui sont fondamentales. Je t'ai montré LPT en début de vidéo, c'est pas le truc qui pompe le plus, mais je suis assez confiant et ça me stresse pas au moins, tu vois, et ça me donne une clarté d'esprit. Alors, pour revenir sur la Banter Bundle, bah écoute, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque si tu veux, les thématiques, la façon dont je le définis le mieux, c'est pour moi les thématiques, c'est la capacité à un individu de transformer une conviction, donc une vision du futur, en une décision d'investissement. Parce que c'est pas toujours facile de dire, ah, je crois au gaming, après, qu'est-ce que je choisis? C'est là où ça devient complexe. Donc nous, on design des thématiques pour permettre aux gens de dire, je crois au smart contract, je crois au blockchain, best of blockchain. Je crois au gaming, on va sortir des nouvelles thématiques, il y aura une thématique gaming. Et l'idée aussi, c'est des fois, je n'ai pas spécialement une vision du futur qui est extrêmement claire, mais par contre, je crois à quelqu'un. Il y a un écosystème, un individu auquel je crois. Je crois à ses compétences, je crois à quelque chose de mystique, pourquoi pas, chez lui. Et donc, j'ai envie de répliquer qu'est-ce que lui fera. Et c'est ce qu'on a fait avec la thématique Crypto Banter. Donc, Crypto Banter, ce sont des journalistes voilà, qui sont au contact de la crypto. Donc, ils rencontrent énormément de projets. Ils sont au contact de l'information. Donc, leur portefeuille est plutôt dynamique. Il y a, je crois, 22 composantes. Et donc, ils ont vraiment ils ont le courage de se dire bah, on n'est pas non seulement que des influenceurs qui seulement parlons, on a la capacité aussi de créer un produit d'investissement, on est capable de le backer. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit saluer parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais finalement dans la crypto et qui sont pas très transparents sur voilà qu'est-ce que eux ils ont comme conviction. Mais là, ils ont eu les balls de le faire et donc grand salut à eux et on va voir comment ça accroche avec notre public et on est vraiment super content de cette initiative et on espère que ça va inspirer d'autres. Excellent. Est-ce que peut-être demain, moi ou la communauté des rois pourront proposer leur propre thématique, j'ai envie de dire, la thématique des rois? Est-ce que ce serait possible? Bon, après, beaucoup la connaissent pour ceux qui me regardent depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, je vais vous la remontrer, hein, cette thématique, elle est juste ici. Ça a été proposé par Joe, qui est développeur au sein de l'académie, enfin au sein de la communauté des rois. Tout est transparent, c'est un fichier complètement libre d'accès pour l'ensemble de la communauté sur le Discord des rois du marché, qui s'appelle la table des rois. On est repassé d'ailleurs il y a quelques jours, hein, en positif avec des gains et profits. On avait lancé ce portefeuille en juin 2022. Et dans cette narrative
Et comme ça, peut-être que je vais apporter une touche supplémentaire et pourquoi pas une réflexion à l'ensemble des gens qui nous écoutent. Si vous voulez partager peut-être mon idéologie, une conviction qui est loin d'être une certitude, mais une conviction extrêmement long-termiste, c'est que ne favorisez pas une pondération sur un actif plutôt qu'un autre. En fait, posez-vous toujours la question, pourquoi celle-ci aura en fait plus de chances de performer que celle-ci et pourquoi celle-ci serait sous-évaluée par rapport à celle-ci. En réalité, lorsqu'on commence à faire des pondérations et des arbitrages au sein d'un portefeuille, c'est qu'on a toujours en fait une émotion derrière, une inspiration, une émotion. Alors oui, dans le plus banal des bons sens, il faut toujours en fait s'écouter d'abord. Investissez dans ce que vous croyez, investissez dans ce que vous utilisez, investissez dans ce que vous sublimez, ou voire de ce que vous admirez. Exemple, Apple. Si vous êtes fan d'Apple, pourquoi pas investir dans Apple? Si vous êtes fan de Tesla, pourquoi pas investir dans Tesla? Mais si vous êtes fan de Tesla, mais graphiquement Renault est plus sympa, eh bien n'investissez pas dans Renault, puisqu'en réalité ce sera très probablement une mauvaise décision, et encore une fois une décision émotive. Mais si vous décidez de le faire, à ce moment-là, ne surpondérez pas Tesla par rapport à Renault. Mettez autant de chance dans Tesla que dans Renault. Et vous verrez qu'à un moment donné, c'est généralement les portefeuilles qui performent le mieux le marché. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci Anthony encore une fois pour son temps. J'ai toujours un immense plaisir à partager et à échanger avec toi. Je me dis qu'on va peut-être prendre une habitude. On se retrouve potentiellement en décembre 2024. Là où, pour ma part, on devrait éventuellement atteindre les ATH. Merci beaucoup pour ton temps. Et on se retrouve pour l'ensemble de la communauté demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao. Salut, merci à toi. Grand plaisir d'être là.